Parlons un peu de développement logiciel agile du point de vue du Product Owner. Voici Pat. Pat est Product Owner. Elle est passionnée par la vision qu'elle a du produit. Elle ne sait pas encore ce qu'il va faire dans le détail. Par contre, elle sait pourquoi on fait ce produit, quel problème il va résoudre et pour qui. D'ailleurs, elle n'arrête pas d'en parler. Voici les autres parties prenantes. Ceux qui vont utiliser, maintenir et être de près ou de loin concernés par le produit en cours de développement. D'après la vision de Pat, tous ces gens vont adorer le système, l'utiliser et en parler tout le temps. Les besoins et les idées des parties prenantes sont exprimés sous forme d'histoires d'utilisateurs ou user stories. Par exemple, pour un système de réservation de vol, les gens doivent pouvoir chercher un vol. Ce serait une des user stories. Pat et les parties prenantes ont plein d'idées, et du coup Pat les aide à les convertir en user stories concrètes. Maintenant, quelqu'un doit fabriquer le système. Les voilà, petites, colocalisées, multicompétentes, auto-organisées, l'équipe de développement. Vu que c'est une équipe agile, ils ne gardent pas une grosse livraison complète pour la fin, mais ils livrent tôt et souvent. Dans notre cas, ils livrent habituellement 4 à 6 user stories par semaine. C'est donc leur capacité. La capacité est très facile à mesurer, il suffit de compter le nombre d'user stories livrées par semaine. Certaines user stories sont grosses, elles comptent pour 2, d'autres sont petites, elles comptent pour moitié. Mais au final, c'est environ 4 à 6 user stories par semaine. Certains parlent de story points, mais je dirais simplement des user stories par semaine. Pour maintenir ce rythme et ne pas être embêté par des tests de régression manuels, l'équipe a fortement investi dans des outils de test automatique et d'intégration continue. Donc chaque user stories a au moins un test d'acceptation automatique au niveau fonctionnel, et la majorité du code a des tests unitaires automatisés. Le problème, c'est qu'il y a un paquet de parties prenantes qui demandent plein de choses. Et ils ne vont pas se limiter à 4 à 6 idées par semaine. Ils ont plein d'idées et plein de souhaits. À chaque fois qu'on leur livre quelque chose, ça leur donne encore plus d'idées, et ils demandent encore plus de trucs. Qu'est-ce qui se passe si on essaie de leur faire plaisir, de faire tout ce qu'ils demandent? On est submergé. Supposons que l'équipe commence à travailler sur 10 nouvelles user stories par semaine. On en a 10 en entrée, 4 à 6 en sortie, l'équipe sera surchargée. Ça entraînera du multitâche, de la démotivation, et finalement une sortie plus faible et de mauvaise qualité. C'est une proposition qui est perdant-perdant. C'est comme essayer de fourrer plus de papier dans une imprimante pour qu'elle imprime plus vite, ou ajouter encore plus de voitures sur une autoroute qui est déjà saturée. Ça ne marche tout simplement pas, ça ne fait qu'empirer les choses. Alors on fait quoi? Le moyen d'éviter ce problème pour Scrum et XP, c'est ce qu'on appelle la météo d'hier. L'équipe dit, ces dernières semaines, on a terminé 4 à 6 fonctionnalités par semaine, donc quelles sont les 4 à 6 fonctionnalités qu'on doit faire cette semaine? Le travail du Product Owner est de trouver, parmi toutes les user stories de l'univers, les 4 à 6 prochaines user stories à livrer. L'approche Kanban, quant à elle, consiste à limiter le travail à faire, ou le work in progress, WIP. Si l'équipe décide que le nombre optimal de user stories à traiter simultanément est 5, ils ont appris que c'est juste assez pour occuper sans surcharger tout le monde. Ils ont donc décidé que leur limite de WIP est 5. Dès qu'une user stories est terminée, une nouvelle est acceptée, s'assurant ainsi que la limite des 5 user stories en cours n'est jamais dépassée. Ces deux approches fonctionnent bien, du coup l'équipe aura juste assez de travail pour travailler rapidement et efficacement. Avec quand même un effet de bord. Il va se former une file d'attente en amont de l'équipe, c'est ce qu'on appelle le product backlog en Scrum. Cette file d'attente doit être gérée. Si les parties prenantes persistent à demander 10 nouvelles user stories par semaine et que l'équipe en réalise 4 à 6 par semaine, ça veut dire que la file grandira indéfiniment. Avant d'avoir eu le temps de vous en rendre compte, vous aurez une liste de 6 mois dans le product backlog. Ce qui veut dire qu'en moyenne, chaque user stories réalisée répondra à un besoin exprimé 6 mois avant. Est-ce que c'est agile, ça? Il n'y a vraiment qu'une seule façon de ne pas perdre le contrôle de la file d'attente. C'est le mot non. C'est le mot le plus important pour un product owner. Et Pat s'entraîne du coup tous les jours devant son miroir. Dire oui à une nouvelle demande, c'est plutôt facile, surtout si ça veut simplement dire l'ajouter à un backlog qui ne fait que grossir. Le travail le plus important pour un product owner est de décider ce qu'il ne faut pas faire et penser aux conséquences de cette décision. Et c'est pour ça que c'est difficile évidemment. Le product owner décide de ce qui est embarqué, de ce qui ne l'est pas. Le product owner décide aussi de l'ordre, ce qu'on fait maintenant, ce qu'on fera plus tard, et de la longueur que cette liste doit avoir. C'est un travail difficile. Donc Pat ne le fait pas toute seule, elle le fait en collaboration avec les parties prenantes et l'équipe de développement. Pour pouvoir prioriser, le product owner doit avoir une idée de la valeur des user stories, ainsi que de leur taille. Certaines sont critiques et indispensables, alors que d'autres sont des fonctionnalités plutôt bonus. Certaines prennent quelques heures à faire et d'autres quelques mois. Et maintenant, devinez quel est le rapport entre la valeur d'une user stories et sa taille. Eh ben, il n'y en a pas. Plus gros ne signifie pas mieux. Pensez à n'importe quel système que vous avez utilisé, je parie que vous allez trouver une fonctionnalité vraiment simple, mais super importante, que vous utilisez tous les jours. Et inversement, je pense que vous pouvez trouver une énorme fonctionnalité bien compliquée, mais qui n'a aucune importance. La valeur et la taille, c'est ce qui aide Pat à prioriser intelligemment.
Comme ici, ces deux user stories ont à peu près la même taille, mais ont une valeur différente. Donc on fait celle-ci en premier. Et là, ces deux user stories ont presque la même valeur, mais pas la même taille. Donc on fait plutôt celle-ci en premier, etc. Ok, ça a l'air assez facile, mais une seconde. Comment connaît-elle la valeur d'une user stories? Comment connaît-elle sa taille? Eh bien voici la mauvaise nouvelle. Elle ne les connaît pas. C'est un jeu de devinettes, et c'est un jeu qui implique tout le monde. Pat parle en permanence avec les parties prenantes pour voir ce qui a de la valeur pour eux, et elle parle en permanence avec l'équipe de développement pour savoir ce qui est gros ou petit pour eux en termes d'efforts d'implémentation. Ce sont des estimations relatives, pas des nombres absolus. Je ne sais pas combien pèse cette pomme ou cette fraise, mais je sais que la pomme est 5 fois plus lourde, et que la fraise a meilleur goût, en tout cas pour moi. C'est tout ce que Pat a besoin de savoir pour prioriser le product backlog. C'est plutôt cool comme ça. Au début d'un nouveau projet, nos estimations sont forcément mauvaises, mais peu importe, la plus grande valeur est en fait dans les conversations plutôt que dans les chiffres. Et chaque fois que l'équipe livre quelque chose aux vrais utilisateurs, on apprend quelque chose, et on devient meilleur pour estimer la valeur et la taille. C'est pourquoi on estime et priorise en permanence. Essayer de tomber juste dès le début est assez stupide, c'est là qu'on en connaît le moins. La boucle de feedback est donc notre ami. Cependant, la priorisation n'est pas suffisante. Pour livrer tôt et souvent, on doit décomposer les user stories en petits bouts digestes, de préférence juste quelques jours de travail par user stories. On veut créer cette forme d'entonnoir sympa avec des petites user stories bien claires à l'avant et des user stories plus vagues à l'arrière. En faisant cette décomposition des user stories juste à temps, on peut profiter des dernières connaissances sur le produit et des besoins utilisateurs. Tout ce dont on vient de parler, estimer la valeur et la taille des user stories, prioriser, décomposer, s'appelle habituellement l'affinage du produit backlog. Pat mène un atelier d'affinage tous les mercredis de 11h à midi, 1 heure par semaine. Généralement, toute l'équipe est présente et parfois quelques autres parties prenantes. Le programme peut varier, on se focalise parfois sur les estimations, parfois sur les décompositions de user stories, parfois sur l'écriture de tests d'acceptation de user stories, etc. J'espère que vous remarquez bien la thématique ici, la communication. Le rôle du product owner, c'est avant tout de la communication. Quand je demande à des product owners expérimenter ce qu'il faut pour réussir, ils mettent généralement en avant la passion et la communication. Ce n'est pas une coïncidence si le premier principe du manifeste agile est les individus et les interactions avant les processus et les outils. Le rôle du product owner n'est donc pas de nourrir l'équipe à la petite cuillère avec des user stories, ce qui est plutôt ennuyeux et inefficace. Pat s'assure plutôt que tout le monde comprend la vision, que l'équipe a un bon contact avec les autres participants, que les livraisons sont fréquentes et permettent un feedback rapide des vrais utilisateurs. Ainsi, l'équipe apprend et peut prendre elle-même quotidiennement des décisions, permettant à Pat de se focaliser sur la vie d'ensemble. Regardons maintenant quelques-uns des compromis que doivent trouver Pat et l'équipe de développement. Il y a avant tout les compromis entre les différents types de valeurs. Au début d'un projet, l'incertitude et le risque sont nos ennemis. Il y a le risque métier, construit-on la bonne chose? Il y a le risque social, ces personnes peuvent-elles la construire? Il y a le risque technique, est-ce que ça marchera sur la plateforme cible? Est-ce que ça passera à grande échelle? Et il y a les risques de coût et de délai. Peut-on finir dans des délais raisonnables et dans un budget raisonnable? La connaissance peut être vue comme le contraire du risque. Donc quand l'incertitude est trop grande, on se concentre sur l'acquisition de connaissances, comme des prototypes d'interface utilisateur ou des expérimentations techniques. C'est peut-être pas trop excitant pour les clients, mais ça a de la valeur car on réduit les risques. Du point de vue du client, la courbe ressemble à ça au début. Et comme l'incertitude diminue, on se concentre progressivement sur la valeur client. On sait ce qu'on va construire et comment, et ben on y va. En commençant par l'user stories de la plus grande valeur, on obtient cette belle courbe de valeur escarpée. Puis progressivement, la courbe s'aplatit. On a produit les choses les plus importantes. Maintenant, on ajoute simplement les fonctionnalités bonus. La garniture sur la crème glacée. C'est un endroit confortable, car à tout moment, Pat et l'équipe de développement peuvent décider de couper la queue lisse, couper juste ici par exemple, et passer à un autre projet plus important ou commencer un tout nouveau domaine fonctionnel sur le même produit. C'est ça l'agilité métier. Donc quand je parle de valeur ici, je parle en fait de valeur connaissance et de valeur client. Et on doit trouver un compromis entre ces valeurs. Un autre compromis consiste à raisonner à court terme ou à long terme. Doit-on faire ça maintenant, traiter ce bug urgent, ou développer cette nouvelle fonction géniale qui va éblouir les utilisateurs? Ou cette mise à jour de plateforme qui va sûrement nous permettre de développer plus rapidement par la suite? On doit trouver en permanence un équilibre entre le travail réactif et le travail préventif. Combattre le feu ou éviter qu'il y ait le feu. Un autre type de compromis consiste à savoir si on doit se focaliser sur faire les bonnes choses, bien faire les choses, ou peut-être faire les choses rapidement. Idéalement, on veut les trois, mais c'est pas évident de trouver un équilibre. Supposons qu'on soit ici. On veut faire le produit parfait, avec une architecture parfaite, et si on passe trop de temps à essayer d'être parfait, on peut rater une période de mise sur le marché ou avoir des problèmes de trésorerie.
Supposons maintenant qu'on est ici. On se dépêche de transformer un prototype en produit utilisable. Ok, super pour le court terme, mais à long terme, on peut se noyer dans la dette technique et avoir une vélocité qui se rapproche de zéro. Supposons maintenant qu'on est ici. On construit une superbe cathédrale en un temps record, sauf que les utilisateurs n'avaient pas besoin d'une cathédrale, mais d'un camping-car. Il y a une tension saine entre les différents rôles de Scrum. Le Product Owner se concentre sur construire les bonnes choses, les équipes sur bien construire les choses, et les Scrum Masters ou coach agile sur raccourcir la boucle de feedback. Ça vaut le coup d'insister sur la vitesse, car une boucle de feedback courte accélérera l'apprentissage. On apprendra plus rapidement ce qu'est la bonne chose et comment bien la faire. Les 3 vues sont importantes. Essayez de trouver l'équilibre. Il y a enfin un compromis entre développer un nouveau produit et améliorer un ancien produit. Le terme produit backlog est assez déroutant, car il sous-entend qu'il n'y a qu'un seul produit. Et le terme projet est également assez ambigu, il sous-entend que les développements ont une fin. Mais un produit n'est jamais vraiment terminé, il y a toujours de la maintenance et des améliorations à faire, tout au long de la vie du projet, jusqu'au moment où il est définitivement arrêté. Donc quand une équipe commence à développer un nouveau produit, que se passe-t-il pour le précédent? Transmettre un produit d'une équipe à une autre est plutôt coûteux et risqué. Le cas le plus courant consiste plutôt à une équipe qui continue à maintenir l'ancien produit tout en développant le nouveau. Donc on n'a plus vraiment de produit backlog, mais plutôt un backlog d'équipe, une liste de choses que le product owner veut que l'équipe produise. Et ça peut être un mélange de choses pour différents produits, sur lesquels le product owner doit trouver des compromis en permanence. De temps en temps, un participant appellera Pat et dira « Eh, mon truc, il sera fini quand? Et j'aurai quoi de ce que j'ai demandé à Noël ?» En tant que product owner, Pat est responsable de la gestion des attentes, ou plutôt des attentes réalistes. Ça veut dire pas de mensonge. Je sais, c'est pas évident, mais qui dit que l'agilité est facile? C'est pas si difficile de faire une prévision, tant qu'elle ne doit pas être forcément exacte. Si vous mesurez la vélocité de votre équipe ou de toutes vos équipes, vous pouvez dessiner un burn-up chart, comme ça. Ce graphe montre le nombre cumulé de user stories au cours du temps, ou de story points si vous préférez. Notez la différence, cette courbe montre une production, et celle-ci un résultat. Ça, c'est la sortie, ou la production si vous préférez, et ça, c'est le résultat qu'on souhaite obtenir avec cette production. Notre but n'est pas d'avoir le plus de production possible, mais d'atteindre le résultat voulu, c'est-à-dire des parties prenantes contentes, avec le moins de production possible. Moins, c'est plus. Regardez le burn-up chart, et dessinons les courbes de tendance optimistes et pessimistes. On peut faire ça avec des statistiques vaudou fantaisistes ou juste à la main. L'écart entre les lignes dépend bien sûr de la prédictibilité de votre vélocité. Heureusement, elle tend à se stabiliser avec le temps. Donc notre code d'incertitude devrait s'affiner de plus en plus. Ok, retour sur la gestion des attentes. Supposons que les parties prenantes demandent à Pat. Quand est-ce que tout ça va être terminé? Quand serons-nous ici? C'est une question périmètre fixe, temps variable. Pat utilise les 2 lignes de tendance pour répondre. Le plus probablement entre avril et mi-mai. Supposons que les parties prenantes demandent à Pat. On aura combien à Noël? C'est une question temps fixe, périmètre variable. Les lignes de tendance nous disent, on aura probablement fini tout ça à Noël. Un peu de ça, mais par contre pas ça. Enfin, supposons que les parties prenantes disent, peut-on avoir ces fonctionnalités-là pour Noël? C'est une question périmètre fixe, temps fixe. En regardant les courbes de tendance, Pat dit, non, désolé, ce sera pas possible. Suivi de, voilà ce qui peut être fait pour Noël. Et voilà combien de temps on a besoin pour tout faire. C'est généralement mieux de réduire le périmètre plutôt que d'allonger les délais. Car si on réduit en premier le périmètre, on aura toujours le temps d'allonger les délais par la suite, pour ajouter le reste des user stories. L'inverse, par contre, ne fonctionne pas. Et oui, on peut pas remonter le temps, c'est connu. Le temps est assez pénible pour ça. Pat l'explique comme ça. On peut livrer quelque chose ici et le reste après. Ou alors, rien ici et le reste après. Qu'est-ce que vous préférez? Les calculs sont simples à faire. Donc Pat met à jour les prévisions toutes les semaines. Le plus important ici, c'est qu'on utilise de vraies données pour faire les prévisions. On est honnête sur l'incertitude. Vous vous souvenez, j'avais dit pas de mensonge. Et c'est un moyen très honnête de communiquer avec les parties prenantes. Et en général, ils apprécient beaucoup. Si votre organisation n'aime pas la vérité et l'honnêteté, elle n'aimera probablement pas l'agilité. Petit avertissement cependant, si l'équipe accumule de la dette technique, s'ils n'écrivent pas de tests et n'améliorent pas l'architecture en permanence, ils seront de plus en plus lents au fil du temps, et la courbe de burn-up s'aplatira progressivement, ce qui rendra quasiment impossible les prévisions de Pat. Donc l'équipe est responsable du maintien d'un rythme soutenable, et Pat évite de les mettre sous pression en prenant des raccourcis. Et si on avait un projet plus gros, avec des équipes multiples, avec plusieurs product owners, chacun avec son backlog pour une partie différente du produit. Globalement, le modèle est le même.
On a toujours besoin de gérer la capacité, on a toujours besoin de communiquer avec les parties prenantes, on a toujours besoin d'un product owner qui puisse dire non, on a toujours besoin d'affiner le backlog, on a toujours besoin de feedback rapide, etc. La vélocité est la somme de toutes les sorties et peut être utilisée pour faire les prévisions. Vous faites des prévisions distinctes pour chaque équipe si ça a du sens pour vous. Dans un scénario multi-équipe, cependant, les product owners ont une responsabilité supplémentaire très importante, se parler entre eux. On doit organiser les équipes et les backlogs pour réduire les dépendances, mais il y aura toujours des dépendances. On a donc besoin d'une synchronisation entre les product owners, pour construire les choses dans le bon ordre et éviter une sous-optimisation. Dans les gros projets, on fait généralement appel à une sorte de chef des product owners, pour synchroniser les product owners. Voilà, c'est terminé. C'était le métier du product owner en 2 mots. J'espère que ça vous a été utile.